Hello, bienvenue sur RS, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes là pour vous débriefer toute l'actu sport méca. Alors il nous manque un pilier de l'émission, Jean-Louis Moncel n'est pas là, mais tu es là Anthony. Mais oui. Pour une fois que c'est pas toi qui sèche. C'est vrai, effectivement, Jean-Louis a eu un petit empêchement et voilà, on est là et on pense à Jean-Louis, mais on est présent et on va parler de plein de choses. Exactement, tu vas nous parler, toi de ton côté, de Macao. Bien sûr, et du Supercross de Paris. Ah, que tu as regardé bien sûr. Bah, évidemment. Tu n'étais pas là. Non, j'étais là le samedi, mais pas le dimanche. Ah, tu étais là le samedi aussi? Ah bah évidemment. Ah, mais tu vois, je crois que tu n'étais pas venu. Ah non, mais comment ça, je raterais un Supercross de Paris? Oui, ça fait depuis 2013 que j'étais pas venu. Mais bon. Ah. J'étais de retour. C'était très très cool, j'y étais aussi, je me suis régalé. Franchement, c'était trop cool. J'adore l'ambiance qu'il y a là-bas. Ça, c'est clair. Ah, c'est cool. Hein. À chaque vraiment... fois, je m'attendais à ce qu'ils disent Prince of Bercy, mais à chaque fois, non, maintenant, il faut que je m'y aille. Bien sûr que si, ils disent Prince of Bercy pour la deuxième catégorie. Non, Paris, maintenant. Ah, pardon. Et oui, ça y est, tu vois, toi aussi. Bon, on va bientôt parler des anciens francs. Mais oui, on est habitué à ça. Prince of Bercy, non mais voilà. Non, tu sais ce qui me manque en fait là-bas? J'adore, hein. C'est juste les coursives, putain. C'est vrai. C'était tellement. Ah, on en parlera. Ça manquerait, ça serait pas mal ça. Ils peuvent plus maintenant à la Défense Arena et pas. Si, ils montent les escaliers et entre deux portes, ils Alors redescendent. ça, c'est du trial, c'est autre chose. C'est pas grave, on s'en fout. Retour des coursives pour le Supercross de Paris, on espère. On le sait, ça n'arrivera pas. Comment vas-tu, Rémi? Très bien, moi aussi, je me suis régalé au Supercross. Et toi, t'as fait les 2 jours? Voilà. Bon, c'était cool. Ça a permis de rencontrer Yves de Maria, plein de gens, Adrien Van Beveren. Ah, il y avait Adrien Van Beveren? Bien sûr, il te cherchait partout. Alors j'étais là, c'est faux. Il ne te cherchait pas partout, mais il était là, il était avec les freestylers. Ah ouais, mais c'était génial. Vous avez vu le front flip, double backflip, c'était un truc de fou. On en parlera tout à l'heure. Super Cross de Paris, en tout cas, c'était un banger. Je me suis régalé. Rémi, tu n'es pas venu seul. Tu es venu accompagné de Patrick Plisson. Bienvenue dans Racing Stream. C'est un plaisir de t'avoir ici sur le plateau. Merci de m'avoir invité. Ouais, très bien. C'est cool, on va parler de moto. Grand pilote. Tu es venu en national déjà en 50 et en 125, en 75. Après, tu es passé à Spa, premier Grand Prix, en 125, si je dis pas de bêtises, si tu as fini P6, ouais. Direct. Direct, on n'a pas rigolé. Grand Prix. Et ensuite, en 78 et 79, 2 fois 3e en championnat du monde, par contre en 50. Gros palmarès, en tout cas c'est cool, ça fait plaisir d'avoir des vrais pilotes, pas des fraudes comme nous, qui savent de quoi ils parlent, hein, Rémi. Ça va? Un vrai pilote. Là, il dit plus rien. Non, mais Rémi n'a jamais dit qu'il était pilote, et heureusement. Moi, j'ai jamais dit que j'étais pilote. Hein. Mais si tu poses le genou sur le périph'. Non, sur le périph'. À l'époque, tu parlais de coursier, je t'ai amené quelqu'un qui aurait pu faire coursier, parce qu'avec les véhicules que tu pilotais, parce qu'on a tout dans ton superbe ouvrage, c'était vraiment des motos que j'ai connues dans les années 70-80. C'était il y a longtemps. J'ai refeuilleté ça avec plaisir. Super. Enfin, en tout cas, on va en parler. On va en parler, voir tout ce qui s'est passé dans ces années-là. Et parce que je suis très curieux de ce championnat 50 cm3, savoir comment ça se passait. C'est vrai que c'est une cylindrée qui a été abandonnée après. C'est un peu dommage parce que c'est vrai que c'était une belle porte d'entrée, parce que maintenant, c'est le 125. On débriefera ça tout à l'heure. Mais avant ça, on va parler de MotoGP avec la finale de Valence. Et c'est Rémi qui s'y colle. C'est parti pour la moto. Rémi, on commence par cette finale de MotoGP à Valence avec une grille de départ. Je crois qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Oui, mais déjà avant, je vais te dire une chose. Le circuit s'appelle Ricardo Tormo. Oui, et Ricardo Tormo était l'adversaire de... Non. Oui. C'est vrai. Et on vous garde pour tout à l'heure une anecdote cultissime à ce sujet, parce que celle-là, il l'a annoncée un jour en direct. Mais elle est cultissime. Ricardo Tormo, on a une pensée pour lui, le circuit porte son nom. Et effectivement, il s'est passé quelque chose qu'on avait, je pense, jamais vu sur une grille de départ, où pourtant Dieu sait qu'il y en a eu avant le départ de la course. Je pense que Franco Morbidelli y allait vraiment franco sur Aleix Espargaro, et en fait, il l'a percuté. Il l'a tellement percuté que, au début, on comprend pas très bien. On comprend qu'il va avoir le passer par la pit lane, re-rentrer, et puis il va re-rentrer pour abandonner parce qu'il s'est blessé à la main. Et c'est très embêtant parce qu'à Valence, à Ricardo Tormo, qu'est-ce qui se passe le mardi, demain? Il va y avoir les débuts de Top Race. Il y a les tests, et du coup, non seulement il a gâché sa course, sa dernière de la saison, mais il a gâché ses tests, Anthony. C'est bien, on est d'accord effectivement là-dessus. C'est bien dommage pour Morbidelli. Le problème, en fait, c'est que ces tours de formation, tu le fais un petit peu à la vitesse où tu veux. Donc si tu es poleman, tu peux très bien arriver le dernier sur la grille. Et là, le problème, c'est que...
souvent font, Fabio d'ailleurs, Quartararo. Exactement. Fabio Il joue avec le règlement, il a le droit de le faire, il arrive au dernier moment, parce qu'il y a d'autres pilotes qui le faisaient. C'est intéressant de rentrer en dernier pour les pneus sur la grille. Oui, effectivement, ça permet de garder quelques degrés de plus sur le pneu. Non, c'est pas inintéressant. Tu restes dans ton concentration. Et effectivement, Ouais, Fabio Quartararo, il est spécialiste de ça. On est au mois de novembre, là, quand même, donc... Non, mais c'est vrai. Et donc, Franco arrive. En plus, quand tu arrives sur la grille, le moment sur la grille, comme ça, c'est un moment qui est ultra pesant. T'attends ton feu rouge, c'est un moment qui n'en finit pas, c'est un supplice, quoi. Je sais pas si c'est un supplice, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une patience qu'il faut avoir. Mais là, le problème, c'est qu'il arrive tard, tout le monde est quasiment installé, il est juste derrière la Honda de Aleix Espargaro, et Espargaro, il fait un stoppie pour mettre sa moto en place. Costaud, quoi, mais il a le droit, il a sa place. Il a le droit. Et le problème, c'est qu'il surprend complètement Franco Morbidelli. Et donc, il y a une percussion. Il y a même un élément de la moto de Espargaro qui s'envole au moment où il met les gaz. En prenant presque feu, il y a des étincelles. Mais donc, on est passé pas loin de la correctionnelle. Enfin, il s'est blessé à la main. C'est quand même une fin de saison dommageable pour Morbidelli. C'est clair. Mais c'est vrai qu'Alex Espargaro, quand même, fait un freinage. Il a totalement le droit, bien sûr. Hein. Il le fait vraiment d'un Il est sur sa place. Oui, il fait ce qu'il veut, quand même. Morbidelli qui suit derrière, il ne sait pas trop où il va aller. Non. Il dit, je vais lui passer derrière. Il ne sait pas trop où il va aller. L'autre pilote espagnol est à sa place, c'est 100% pour Morbidelli. Ouais. Mais tu vois, après ce qui s'est passé en Malaisie, maintenant ici sur la grille, alors heureusement moins grave évidemment que le crash en Moto 3, mais ce fait de faire des tours où on est à la fois sur un rythme différent entre les pilotes, mais je sais pas si c'est de la moto. Quand on monte sur une moto, on sait que c'est dangereux. Patrick arrivera toujours. On pourra pas. Le risque zéro n'existe pas. Ce que disait Philippe Mondret, ça n'existe pas en moto. En sport méca, quoi qu'il se passe. Non, mais par contre, c'est vrai qu'en monoplace ou en voiture, n'importe lequel, tu gardes ta place. Alors, on le comprend parce que les voitures sont un petit peu plus imposantes que les motos. Mais enfin, ce différentiel de vitesse, moi, ça m'a toujours un petit peu perturbé. Ouais. Non ? Premier incident. On va revenir sur cette course, en tout cas, avec Alex Marquez, qui a remporté la course sprint. C'est la troisième victoire de cette saison. Mais il s'est effondré en course principale. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une surprise, selon toi? En course sprint, il a dominé. Et effectivement, on ne pensait pas qu'il allait s'effondrer comme ça. Hein. Moi, ça m'a surpris. Moi aussi, parce que il a été vraiment dominant dans la course sprint, comme il le fait. S'effondrer, on va pas exagérer non plus. S'effondrer, c'est ce qu'a fait sur les 5 derniers Grands Prix. Pecco Bagnaia, voilà. Ouais. Il s'est pas effondré. Attends, il a perdu des places. Il finit 6e. C'est pas cata. Avec une Ducati. C'est pas cata, enfin, c'est pas foufou, quoi. Et on sait pas exactement pour quelle raison. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est les pneus? Est-ce que c'est... Mais est-ce que c'est pas juste que le niveau est tellement exigeant en MotoGP que tu peux faire P1, P10? Ça c'est vrai. D'ailleurs, le niveau est tellement proche maintenant, Rémi. À l'époque, tu avais 25-30 secondes entre le premier et le dernier. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, il y a Aldeguer, il y a Raúl Fernandez, il y a Acosta. C'est pour ça que tu as pu faire P5, en fait. Ouais. Et Acosta est resté longtemps derrière. Hein. Comme quoi, il ne s'est pas écroulé, Marquez, sinon il aurait passé tout de suite. Et Acosta qui n'arrive pas à passer pendant un paquet de tours. Hein. C'est ça qui est fou, qui est intéressant ou désolant aujourd'hui. Il a fait une déclaration il y a 1 ou 2 heures là, que j'ai vu. Là, il y a un moment, il va falloir qu'il arrête. Comment se plaignant en disant que c'était une année de punition qui n'a servi à rien. C'est faux. C'est entièrement faux. Une année comme ça, c'est une année où il a appris sur cette catégorie. Il porte à bout de bras d'ailleurs l'équipe, je trouve. Ça certes, mais dans ce cas-là, je vais te rétorquer avec Fabio Quartararo. Il a marqué plus de points cette année tout seul que les 3 autres pilotes Yamaha. Et il est pas quelqu'un de très très sympa. Hein. Pour les échos que j'ai eu dans les équipes où il est passé, notamment Tech 3, il va falloir un petit peu, certains disent dans le grand public, commencent à sentir qu'il a un petit peu le boulard. Pour un garçon qui n'a encore rien gagné dans la catégorie Red. Il a tout gagné ailleurs, quand même. Hein. Pedro Acosta, c'est un sacré talent. Il l'a en travers de la gorge de ne pas réussir à gagner comme ça. Et surtout qu'il voit tout le monde gagner. Ça doit être bizarre, ça, Patrick, parce qu'il voit tout le monde gagner, ses premières fois, etc. Et puis lui... Là où il a vraiment accusé le coup, c'est quand Aldeguer et Raúl Fernandez ont gagné. Les petits jeunes gagnent, comme Raúl Fernandez. Et lui, c'est vrai qu'on l'attend depuis un moment. Bon, il est quand même sur une KTM qui a quand même un petit cran en dessous, mais c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il gagne la dernière parce que ça manque quand même à son palmarès. S'il n'est pas content, il a qu'à monter sur la Yamaha. Ouais. Donc du coup, Pedro Acosta a terminé 2e de la sprint. Oui. Voilà. Mais il y a quoi à penser pour lui pour l'année prochaine? Ça peut être... ça peut être mieux. Pedro Acosta est extrêmement doué. C'est pour ça que je te demande. Ouais. Nonobstant son caractère assez particulier.
Et il va gagner un Grand Prix tôt ou tard, voire même peut-être plus. Et pourquoi pas, s'il a la machine qu'il faut, c'est un champion du monde potentiel dans les prochaines années. Ça, oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté déclic ? Quand tu as la première victoire, ensuite ça marche. Alex Marquez, il a été comme ça. Ah bah c'est sûr, on parle beaucoup de effectivement tout ce qui se passe dans la tête des pilotes, et c'est vrai qu'une victoire à un Grand Prix en MotoGP, c'est effectivement ça entraîne le déclic, et puis une, deux. On l'a vu avec Zarco quand il a gagné. Après, il avait fait un petit train comme ça. Il a fait un petit peu en fait cette année, Johan Zarco, comme avait fait Régis Laconi. C'est-à-dire qu'il gagne au Mans, il fait deuxième à Silverstone, et ensuite c'est presque rideau malheureusement pour différentes raisons, le matériel. Et Régis Laconi gagne à Valence, qui à l'époque n'est pas la fin de saison. Il fait podium dans la foulée dans un circuit mythique qu'il adore à Phillip Island, podium encore dans la foulée, et après, plus rien. Ah, je me rappelais plus que c'était à Valence qu'il avait gagné. Je me rappelais plus de ça. Son technicien Michelin l'a bien aidé, l'a bien conseillé sur ce qu'il fallait prendre. Ah non, il a été. J'avais un souvenir où il pleuvait. C'était pas là où il avait gagné. Il pleuvait un petit peu. Il pleuvait un petit peu, c'est ça, c'est les souvenirs que j'avais. Ouais. Mais en tout cas, il s'en est bien sorti. Et je trouve que Raúl Fernandez, c'est un peu ça aussi. Il a eu le déclic et là, il finit 2 dans les roues, justement, du grand vainqueur. Ouais. On parle aussi de Di Giannantonio qui clôture le podium avec sa Ducati. Ça confirme en fait pour lui de son côté ça marche bien. Oui, et puis il fallait bien pour son équipe qu'il fasse du résultat vu ce que son coéquipier avait fait sur la grille de départ. Donc au moins la pilule a été un petit peu plus facile à digérer pour l'équipe de la VR46. C'est pas si mal que ça, Di Giannantonio, mais on le savait déjà de l'année précédente. J'ai peur pour lui quand même que Bezzecchi, Acosta, et je vais rajouter Aldeguer maintenant, soit plus fort que lui dans le futur, et Raúl Fernandez aussi. Non mais déjà c'est du sursis pour Didja, parce qu'il avait sauvé son guidon justement en faisant une perf ici à Valencia, et là maintenant il a failli sauter la première année. Il a failli plus faire de MotoGP, et maintenant il est à la VR46 et il s'est bien installé parce qu'il fait mieux que Morbidelli. Il est bien à sa place, mais c'est vrai qu'il manque une petite pépite un peu. Il fait 2 fois 3e ce cas-là, en sprint et en GP. Donc il est constant. C'est bien. Mais oui, c'est sûr que face à la jeune génération, enfin, façon de parler, mais Aldeguer, Acosta... T'as raison, c'est vrai que je me suis pas fait la réflexion comme ça, mais Didja, il fait plus partie de la jeune génération, c'est vrai que ça commence à... C'est fou, comment ça va vite, mais... Bouger, Ah, ça bouscule. Prends un coup de vieux dans ce le gars a 28 ans, ou je sais plus, ou 27 ou 28, ah oui, c'est vrai. Et ça passe vite, quoi. Vous avez parlé justement de Bezzecchi qui a remporté la finale MotoGP. 6e victoire en course et qui confirme sa 3e place au championnat de pilote. Oui, franchement, la première, il l'a soufflé soit à Fabio Quartararo parce qu'il avait fait son Grand Prix de l'année à Silverstone, mais il a eu ce problème. Et ensuite, il a battu notre Johan Zarco national qui aurait fait un doublé. Parce que là, je pense que 2 victoires françaises d'affilée sur 2 Grands Prix en catégorie N, c'est jamais arrivé. Non. Donc ça aurait été notre grand regret pour Johan. Mais ça va venir, pourquoi pas. Et là, c'est pas mal, sachant qu'il n'a pas un si fort caractère que ça. C'est pas Acosta. Et on va rappeler qu'il était là pour être le lieutenant, le numéro 2 dans l'équipe. C'était Henri Martin. Il a dû devoir affronter ça, le digérer. Quand tu es un numéro 2, c'est pas pareil, c'est plus confortable que d'être celui qui doit être le leader. Et c'est ce qu'avait dit Francis Bata, un pilote que je lui emmène, qui dit, voilà, je vais pas le prendre ton pilote parce qu'il roule vite, mais je sais que Sébastien Charpentier, Fabien Forêt ont les épaules pour être dans une équipe phare en mondial Supersport. Il y avait à l'époque Suzuki All-Star, Ducati et puis Honda TNKT. Et il dit, je pense que ton gars, là, il n'a pas ça. Et il avait probablement raison. Les team managers, ils vont aussi regarder ça. Il faut... Peut-être, mais il y a des fois où tu t'affirmes. Et là, Bezzecchi, moi, je trouve que, certes, au début de la saison, il n'était pas parti pour être leader. Honnêtement, 3 victoires avec l'Aprilia. Il est 3e au championnat. Bon, devant des Ducati. Non, mais c'est très bien ce qu'il a fait. Ah oui, c'est vrai. Et puis les Aprilia, effectivement, sur la fin de saison... Et il finit sur 2 victoires. Le petit Raúl. Mais je reprends encore la réaction d'Acosta. En début de saison, et puis l'année dernière, elles sont pas si mal que ça, les KTM. Faut arrêter, quoi. En début de saison. Parce que là, maintenant, Binder, on le voit plus. C'est clair que là, c'est la déception peut-être de cette 2e partie de saison, la machine KTM. Et parlant de machine, là, Raúl Fernandez, doublé Aprilia.
tu le mentionnais, les Aprilia sont revenus en force. C'était quoi ce déclic? Est-ce que c'est le comparatif avec, comme en Formule 1, avec McLaren, qui d'un seul coup, il prépare des trucs et d'un seul coup, hop, on sort un truc et là, boum, ça avance. C'était quoi le déclic Aprilia là? Ou c'était les pilotes? Ils savent faire des motos à Noalé. Ah bah oui, c'est une marque qui a gagné dans beaucoup de catégories. Je vais quand même rappeler parce que j'en ai discuté, je voulais vraiment avoir les infos exactes. Honda, c'est 20 millions de motos produites à l'année. 5 millions pour Yamaha. Et Ducati, je me souvenais plus du score exact. Et c'est genre les 60 000 par là. C'est ça, c'est même, me disait Paolo Chevati, 55 000. Et Aprilia, c'est quoi de quoi ça, par contre, j'ai pas posé la question, parce qu'il n'y avait pas les gens d'Aprilia. Et Aprilia, ça doit être en dessous de Ducati. Bien sûr. Et Ducati, en faisant 55 000, en vendant 55 000, ils ont archi-dominé pendant plusieurs années la MotoGP, le Mondial Superbike et le Supersport à l'époque de Boulega qui a tout écrasé. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'ils font partie de grands groupes aussi. Je veux dire, Aprilia, ça fait partie du grand groupe Piaggio. Oui. Il y a quand même du finance. Il y a Audi qui est arrivé. Voilà, Audi qui est derrière Ducati aussi. Mais bon, mais c'est vrai que 55 000 motos vendues contre... oui, mais à ce moment-là, en Formule 1, on comparait Renault avec Ferrari. Enfin, tu vois, ils vendent pas le même nombre de voitures, pourtant, c'est ça, ouais. Mais il y a eu une époque où Renault en vendait pas mal des voitures. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est vrai que de voir les deux Japonais, Honda et Yamaha, en côte galérer. Enfin, c'est pas la première année, malheureusement. C'est quand même incroyable. Je sais pas comment ils vivent ça, les Japonais. Mais j'ai posé exactement cette question-là, Patrick, à Bruno Stoctini, notre ami, et pas si mal que ça. Ils ne le vivent pas si mal que ça parce qu'ils disent nous, on est là pour vendre des motos et on vend 20 millions de motos. Donc ça n'a pas impacté. Et j'ai dit la perte de Repsol, le fameux sponsor, il dit non, ils n'ont pas. Ouais, ça c'est une réponse de dossier de presse. Par contre, j'ai entendu là, Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'après sa carrière, il a travaillé dans une agence de com. C'est pour ça. Ok, on sent le CP qui est fait. Non, je ne peux pas dire ça. Non. On va dire qu'on est content de perdre. Par contre, ce que vous me confirmez, j'ai entendu là samedi que Honda espérait être dans les 7 premiers pour perdre les concessions. C'est un peu un inconvénient. C'est dingue. Mais pour le prestige de pu être dans le dernier groupe et d'être si Luca Marini, si un des pilotes Honda finissait 7e, il giclait du groupe C. Il basculait juste là, à un point. Et alors, attends, c'est quoi ces groupes? Alors en fait, il y a des groupes avec des concessions. On autorise à faire des essais si on est dans le groupe D, c'est ça. Voilà, oui. Et si tu passes dans le groupe C, tu fais moins d'essais ou plus d'essais pour les pilotes professionnels. Et puis ensuite, si tu remontes encore, tu as moins de concessions. Là, ils vont perdre beaucoup avec ça, avec cette 7e place. Hein. Beaucoup moins d'essais autorisés, avec moins de pilotes. Les pilotes titulaires vont plus pouvoir. Exact. Et ça se avantages comment pour les nouvelles marques ou pour une marque qui est en difficulté, pour pas qu'il y ait trop d'écart, on leur donne quelques avantages. Et quand tu as marqué un certain nombre de points, tu passes la catégorie au-dessus. Et là, Honda, ils sont juste à la limite, donc ils passent une catégorie au-dessus. Donc, grâce à Johan Zarco. Grâce à Johan Zarco, oui. Donc quelque part, pour la marque, c'est quand même c'est bénéfique. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'ils vont avoir moins droit temps de moteur, moins de séances. Oui, mais tu as bien compris que c'est la fierté nippone. Voilà, ce raisonnement-là. Un Latin, un Italien aurait dit à son pilote, ne l'aurait pas noté pour finir 8e, pour garder tous les avantages. Moi, j'aurais trouvé que c'était beaucoup plus intéressant. Mais les mecs jouent plus à Mario Kart que les autres, parce que quand tu es à l'arrière de Mario Kart, c'est là que tu as les carapaces bleues, les étoiles et tout ça. Mais et après, tu peux remonter, évidemment. Ça s'est joué à un point avec Luca Marini jusqu'au dernier tour. Il n'a pas eu de consigne pour justement ralentir. Donc s'il était 7e, cette concession, enfin différentes concessions sautaient, donc ils seront moins avantagés. Il faut se souvenir qu'à une époque, avant que Ducati domine, ils avaient justement ces fameuses concessions, Ducati, pour progresser, pour recoller. Commencer. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce soir, là, Honda est fier finalement d'avoir perdu les concessions, parce qu'on revient un peu avec le groupe des presque meilleurs. D'accord. C'est incroyable cette façon de penser. Moi, j'aurais justement fait l'inverse. Alors, moi, je suis peut-être pas un comme ils étaient en classe C, ils reviennent avec le 2e groupe. Voilà, classe pas C, avec le groupe des meilleurs. Non, mais c'est intéressant, je ne savais pas que ça existait. Non, ça a été mis en place pour essayer justement, comme tu disais, pour les nouvelles marques qui arrivent, comme KTM ou Aprilia. Au début, ils ont eu droit à des concessions, plus d'aides pour qu'ils arrivent le plus vite possible avec les meilleurs. Ok, je l'apprends, c'est bien. Voilà. On apprend tous les jours. Après, c'est pas une garantie quand tu as des concessions de pouvoir remonter facilement, parce que Aprilia, ils en ont rien des concessions. Ouais. Bon. Non, ok. Mon cher Rémi, tu vas nous parler du feuilleton Pecco Bagnaia qui abandonne de nouveau. Comment est-ce qu'il peut reprendre la confiance? Ton avis, et ton invité a aussi un avis. Alors déjà, là, cette fois-ci, c'est pas de sa faute,
Johan Zarco qui l'a fait tomber dans la course longue. Du coup, son coéquipier Boulega qui vient du Superbike a pris un point. On voit, il y a une image, on voit Davide Tardozzi qui va pas du tout le réconforter. Qui est là, elle m'a fait mal. Il n'ose pas y aller. Plus. Honnêtement, les échos que j'en ai, j'ai côtoyé donc Paolo Cebatti ce week-end, même s'il ne veut pas parler de ça, mais d'autres Italiens. Là, franchement, il y en a certains qui n'hésitent pas maintenant à dire qu'il touche 7 millions d'euros en fait de salaire. Ils l'ont signé 2 ans. Ok. Ils auraient sans doute dû peut-être pas se précipiter et signer qu'un an, mais il était champion du monde, voilà. Bah oui, il y a le salaire plus les à côté, donc il est à 7 millions d'euros. Et mais est-ce que ça, c'est un problème? C'est pas en c'est raison... comme 7 millions d'euros par les temps qui courent, c'est de l'argent, mais est-ce que... Il est quand même champion du monde, quoi. C'est un ambassadeur général. Il a du talent, hein. C'est pas Marquez, Fabio Quartararo, mais il est dans ceux d'après, mais beaucoup d'Italiens disent que ça va être ingérable, que c'est la nouvelle affaire de Vizioso qui parlait plus à Gigi Dall'Igna, parce que d'abord ils avaient pris Lorenzo pour 12 millions d'euros, alors qu'à 9 il serait venu, Jorge Lorenzo, qu'ensuite l'humiliation pour Dovizioso à l'époque, mais ils ont vu qu'ils ont fait d'avoir une proposition à Andrea Iannone avant lui, et ensuite ils l'ont payé des clopinettes, et du coup, ça je le savais pas, pendant que je commentais cette année-là, il n'a pas adressé la parole une seule fois, ils se sont pas une seule fois parlé, Andrea Dovizioso et Gigi Dall'Igna, donc là c'est quand même, sachant que c'est des transalpins, c'est compliqué. Et là, on peut peut-être avoir... Est-ce qu'il va rebondir? Moi, j'y crois plus trop, là, maintenant. Bon, jamais on a vu un pilote aussi talentueux, un grand champion de ce niveau-là, un Roberts, un Spencer, un Lawson, un Rossi, un Marquez, sombrer à ce point-là. Tu ne peux pas faire la pole, gagner la course sprint, survoler la course à Motegi, faire ensuite 2 grands prix catastrophiques, rebondir, faire la pole, gagner la course sprint, puis si t'as pas un pépage, parce que c'est une crevaison, et jouer encore la victoire ou la 2e place en Malaisie, puis replonger encore après. Ça n'a jamais existé dans l'histoire. C'est l'explication. Voilà. Ben, l'explication, elle est dans la tête. On l'a pas. Personne. D'ailleurs, si on pose de cette question à tout le monde tous les week-ends, personne ne le sait. Mais même d'autres pilotes. J'ai posé la question à Yves de Maria. Au Supercross, on regarde la petite vidéo et on continue le débrief. Yves, qu'est-ce que tu penses depuis le Grand Prix du Japon des performances de Pecco Bagnaia? Alors, moi je pense que Pecco il s'était mangé le cerveau par Marquez, ça c'est sûr. Maintenant, ce qu'il a démontré au Japon, c'était assez impressionnant parce que gagner tout ce qu'il a fait, gagner la course sprint, se retrouver en pole, etc. C'est vraiment de l'incompréhension totale. Il y a eu ce problème de moto, censément, etc. Bon, j'y crois pas vraiment. Je pense pas que Ducati se permettrait de tricher comme ça. Donc, quand je le vois ce matin, par exemple, à Valencia, devant en FP2, et puis il se qualifie pas derrière pour aller faire la qualif. Je pense que ce garçon, il est incompréhensible. Mais t'as coaché, toi, pendant 1 an et demi en MotoGP, donc t'as une petite idée, quand même. Non, moi, je pense que... C'est pas dans la tête? Moi, je pense que mentalement, il y a un gros problème. Donc voilà, la moto, elle fonctionne. Elle a fonctionné avec Marquez, elle fonctionne avec les autres aussi. Donc non, je pense que le plus gros problème, c'est mental, ouais. Allez, parfait. Ouais, comme le dit Yves de Maria, il a un problème mental, mais en même temps, c'est vrai que quand tu subis déception après déception, c'est difficile de reprendre confiance en lui. Et là, nous, si on en parle, je me suis dit, on va encore pas sortir une vidéo là-dessus, mais si, en Italie, tout le monde doit le tailler, ça doit être extrêmement difficile, il doit être en mini-dépression, quoi, Pecco. Il ne veut pas, justement, tiens, c'est ça que tu parles de dépression, il ne veut pas d'aide. Randy Le Prunier avait pris Yves de Maria, il lui a d'ailleurs, nous a dit Yves, après coup, quelques années après, il lui a dit, pour une décision qu'il y avait, dont on parlera plus tard, il lui a dit, tu avais eu raison. Voilà, et Yves, il sait très bien coacher des pilotes. Il faudrait quelqu'un comme ça. Il veut pas. Il a sa sœur et sa compagne qui sont là, mais il ne veut pas avoir une aide avec un. Faut savoir l'accepter aussi. Faut savoir le gérer, parce voilà. que d'être avec quelqu'un qui te donne des conseils et tout, à un moment donné, faut savoir les appliquer. Mais si les conseils sont bons. Bah oui, mais enfin, faut quand même savoir les appliquer, même si les conseils sont bons, à un moment donné. Du coup, tu m'as pas dit, il est combien au général, Pecco? Il finit 5e. Là, il finit P5. Ouais, Costa est passé devant. C'est horrible. Ouais. Il s'est fait passer par Alex Marquez, qui avait rien fait avant cette année en catégorie Rennes, qui aurait dit en début d'année qu'Alex Marquez allait terminer devant Pecco Bagnaia. Ouais, c'est fou. Ensuite, il se fait passer par Bezzecchi, qui était le numéro 2 d'Aprilia, et il se fait passer par Acosta sur le dernier week-end. C'est 5e, là. Après, il faut quand même dire que la moto 2025 est peut-être pas forcément si facile que ça. Ah bon?
la Ducati. Ah bon? Il y a Marquez qui fait des miracles tout gagné, le temps. enfin là. Marquez, Ducati a quand même Est-ce que fait tu penses que une la moto Costa pour ou Marquez. Fabio Quartararo, il n'aurait pas voulu cette moto? Ah il la voulait, mais je sais pas s'il était si bien que ça. Oui, non, c'est vrai. La photo, elle a quand même été faite pour Fabio Marquez. Quartararo sur la Ducati aurait fait mieux que Pecco Bagnaia cette année, parce qu'il Je serait sais pas. pas effondré sur cette course, sûr et certain. Et je me demande même si Acosta n'aurait pas fait mieux. Parce que, comme dit Yves de Maria, il s'est fait manger le cerveau. Mais pourquoi il s'est fait manger le cerveau? Et c'est vrai que dès le début de la saison, Marquez, il marque son empreinte. La première course, c'est d'entrée. cultissime, on l'avait débriefé Ah ouais. ici. Il est assez malin, il calcule qu'il Ah faut, ouais, non, c'est- à ouais. cause du problème de pneus, de la température, de la pression, il va se mettre derrière son frère, il attend pour gagner. Ah ouais, et Pecco c'est n'est extraordinaire, jamais ça. dans le coup. Là, c'est-à-dire que le gars, Marquez, a montré sur ce week-end-là qu'il était le plus fort mentalement, le plus fort à moto, le plus fort sur cette nouvelle Ducati. Alors qu'il arrive dans cette Et équipe en d'usine. stratège. Et en stratège, surtout. C'était là où ça a fait le plus mal, c'est qu'il était le plus fort en stratège aussi. C'est-à-dire, il l'a écrasé de tous les côtés. Mais malgré ça, Oui, si tu as une personnalité, tu peux être avec un mec très fort. Et Rémi, là sur le chat, on nous dit quelque chose de très juste. La moto, elle est faite pour Marc Marquez. Il n'y a que lui qui sait la piloter. Ah oui, et Vince non, nous dit, non, elle a Marc pas été Marquez, faite pour Ducati, Marc c'est un peu comme Je sais- Verstappen. Je sais et- pas si elle est faite et Red Bull. pour Marc Marquez, parce qu'après, sinon, on va Ouais, mais retomber dans elle le. lui correspond en tout cas. Non, mais d'accord, mais parce que Marc Parce que Marquez. vous pensez que les s'adapte. Italiens qui ont toujours voulu, Ah oui. et je l'ai vu aussi en Superbike, que ce soit des Italiens qui gagnent, vous pensez qu'ils ont joué la carte contre Pecco Bagnaia? Non, mais jamais. elle est taillée pour Je un sais pilote. pas, parce que chez Honda, on disait ça aussi, qu'elle était taillée que Ouais, pour Marc Marquez. Mais l'année dernière, voilà. elle n'était pas bien chez Gresini. C'était un mauvais modèle. La 2024, il a gagné des courses quand même. Il a réussi à s'adapter dessus. Il est extrêmement doué. Il est beaucoup plus doué. Il est plus fort mentalement. Il est doué, et on est d'accord. voilà. Mais Ducati, ils ont signé Marquez, c'était pas pour qu'il soit deuxième. Donc Oui, il fallait sûr. absolument qu'il soit champion du monde. Et ils ont fait une moto quand même avec tous ces désirata, comme faisait chez Honda. Pedrosa, il nous l'a assez dit, qu'il était dans l'ombre. Mais ils ont pris la bonne Et- décision. Donc, et par contre, quand, c'est vrai que quand Jorge Bagnaia Martin faisait a la été tête faible. en disant pourquoi c'est pas moi qui suis choisi parce que je suis une équipe satellite et je vais être champion du monde, ils ont pris ça. C'était une très très bonne décision managériale de prendre Marc Marquez. Là maintenant, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Bravo Ouais. Ducati. On fait un petit point sur nos Français, sur Quartararo et Zarco. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux, Rémi? Ça a été 7e pour la course sprint pour Fabio, mais abandon au bout de 10 tours, départ raté, le device bloqué, pas de rythme pendant 10 tours. Il y a et une chute, je crois. Voilà, chute, mais Ouais. il a dit je ne suis performant que sur un tour avec cette moto sur ce week-end. Et surtout, il a dit voilà, c'est officiel, l'an prochain il y aura le V4. On lui pose la question, mon confrère Canal+, il dit attendez, Ouais. c'est Yamaha qui fait ce pari. Moi, quand j'entends un pilote parler comme ça, je me dis. Il se désolidarise un peu. Ah ouais? Un, il se désolidarise, Ouais. et deux, moi, l'idée que je me dis, mais là, il est en train d'essayer de partir quelque part. Oui, mais surtout, moi, ce que je vois, par le fait qu'il a envie de partir, c'est que il a réclamé à corps et à cri ce V4. Bon, on sait que m'embête de commenter un peu Quartaro, parce que là, quand même, c'est pas élégant. Il l'a demandé ce V4, et là, il arrive, et il commence à dire c'est Yamaha qui assume. Le Et pilote moi, essayeur a terminé très loin ce week-end. Le TCR, a terminé très, très loin. Enfin, vraiment, non, c'est sûr que. Est-ce qu'il n'est Fabio, pas en train il a de se un bon coup de guidon. protéger? Est-ce qu'il n'est pas en train de se protéger aussi si des fois il n'y a pas de résultat, de dire attendez, c'est la Yamaha, c'est pas forcément moi, parce qu'il veut garder une valeur sur le marché, quoi. Non, enfin, Fabio, c'est surtout un instinctif. Mais il a eu raison, là. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as une moto dont tu penses qu'elle va Non, pas mais- marcher, ou elle marche pas. Et tu Mais de vas toute façon, dire, la tienne, elle marche pas non plus, Mais en là, ligne Yamaha, 4. lui obéit après tous ces bras de fer qu'il aura fait. Et il n'a pas l'air de jouer le jeu. Dans le trait, il dit haute manière, elle ne marche pas. Augusto Fernandez, il est derrière. Il est baisse derrière. les bras déjà. Alors qu'il l'a réclamé, là, on lui donne. Tous les pilotes, à partir de demain matin, vont être avec le V4. Et il ne joue pas le jeu, encore une fois. Attendez, il va peut-être. Peut-être qu'on est pas au courant de justement- tout aussi. Non, Oui, il va peut-être bon. être surtout très fort demain, il va être en Par forme, contre, etc. c'est Voilà. un excellent pilote, c'est certain. C'est certain qu'il est très doué. Il fait partie des. Et puis on va avoir un des meilleurs. la superstar du Superbike qui arrive, qui va montrer également Ah ouais. au bout de longs roulages quand même comment ça Est-ce va que marcher. Toprak peut réussir à la faire fonctionner, cette machine? Ça, c'est une vraie question. Alors là, Là, on va le voir rouler il y a des- sur justement le il y a V4. il y a des circuits à prendre Oui, pour demain. lui, il faut qu'il s'adapte aux pneus. Ouais. Pour l'instant, il va y avoir d'autres chats à fouetter que de régler les problèmes de Yamaha et du V4. Mais moi, je reste persuadé qu'en 2027, ça va marcher pour lui s'il se fait pas mal avant et que... Ça va rester secret, les essais de Toprak? Non, non, pas du non. tout. C'est- non, c'est non, diffusé public, à la c'est télé. diffusé. Demain matin, là, sur une certaine chaîne. Voilà. Et il aura le numéro. Avec un plus. Il aura le numéro Il aura le numéro, je sais pas. Combien? 50 7. Ah 7, pourquoi? Voilà.
Bah parce que le numéro 7 était pris, et puis le 10 de Diogo Moreira, il ne l'aura pas non plus, puisque c'est Luca Marini. Donc du coup, il a le 11, donc du coup, Neymar, Pelé, pas se retrouver dans sa tombe pour Pelé. Attends, et donc, mais le 10 au Brésil. Qui c'est qui a le 54? Eh ben, le 54, je sais C'est celle plus, de du coup. Pierre? C'est la Mayenne, Oui, non? je crois que c'est ça. C'est la Mayenne. 53. Mais le 7, Ouais, le 7. Le 7, c'est Barichine, quand même, qui a été... Tcheka aussi, je crois qu'il était était 7. jeune, ouais. Oui. C'est vrai. Et puis, le 7, c'est dans la symbolique des nombres, c'est le chiffre parfait. C'est vrai. Et c'est Souvent, vrai des qu'il soit champions libre. ont été 7 fois champions, d'ailleurs. Ah oui, le 7, c'est tout. Les 7 jours de la semaine et plein de choses dans la symbolique, mais on n'est pas là pour parler symbolique. On avance. Je t'ai pas répondu sur Zarco, du coup. Oui, justement, il était pénalisé. Il a fait tomber Pecco Bagnaia, il est pénalisé, un long lap, et il finit quand même 12e. Franchement, de toute façon, c'est un stakhanoviste, il abandonne jamais, donc c'est. Et il est 12e au championnat, devant les Honda. Il est premier pilote Honda. Ah oui, il faut absolument le dire, ça. Il est premier pilote Honda, ça c'est Et il sûr. a gagné les 8 heures Suzuka en plus pour la marque. En plus. On parle de Moto 2 avec Moreira qui a été titré champion. Premier titre pour un pilote brésilien. Eh oui, do Brasil. Enfin, j'ai côtoyé Alex Barros, Alex Barros, qui avec sa compagne Patricia était une personnalité importante du paddock. Eh bien, il y a eu des victoires en catégorie reine, peu, mais là, c'est la première fois, donc a priori, qu'un Brésilien en vitesse est champion du monde. On a eu Mahendra, le premier Indonésien dans une petite catégorie, et là, c'est. Indien, tu veux dire? Ah non, Indonésien, Mahendra. Mahendra. J'ai pas parlé de la marque, j'ai parlé du pilote, Aldi Mahendra. Et est-ce qu'on sait qui sera le nouveau coéquipier de Zarco en 2026? Eh ben c'est lui. C'est lui. Voilà. C'est officiel? Oui, c'est Et officiel. d'ailleurs, depuis qu'il a signé, il a augmenté sa courbe de performance en Moto 2 et il a dépassé Gonzalez. Ça l'a peut-être motivé finalement. Parce qu'il était mal parti quand même, hein, Moreira. Il avait 40 61 points de retard à un moment. Ah oui, Oui, après le Grand Prix d'Indonésie. Ah, à ce point-là? De Tchéco, 61 points. Parce que moi j'avais compté 46 déjà. Non, mais il a bossé, je l'ai fait bosser avant l'émission. Non, mais donc il est revenu. Alors après, il a été aidé aussi parce que l'équipe Intact GP a fait une petite erreur en Indonésie. Et il a perdu 20 points. Gonzalez a perdu parce qu'il a été disqualifié. Mais... Bon. Et après, il a craqué par contre. Il a craqué à Sepang. Là, il a un problème ici en Espagne, mais il n'y était plus de toute façon parce qu'il avait perdu beaucoup de points au Portugal. Et Diego Moreira, il double Gonzalez à un moment là dans cette dernière course. Là. Donc c'est l'humiliation ultime pour Gonzalez. Il a fait 3e, 2e. Peut-être que l'année prochaine, au championnat, il pourra être champion, enfin. Et au niveau de Quartararo, du coup, le coéquipier? Ah bah c'est Alex Rins. Ça bouge pas de ce côté-là. On ne change pas une équipe qui perd. Et Toprak, vu que... Toprak, il va être avec Jack Miller. C'est ça. Là, au moins, de ce côté-là, déjà au niveau de l'adaptation, c'est un coéquipier royal. Que là, les deux sont des super mecs, dans des gens très particuliers. En fait, on a un qui est champion. Jack Miller, il est moins dans l'esprit du champion, quand même. Ouais. Il faut que vous parliez aux newbies comme moi, les gars, parce que vous êtes tellement calés qu'il faut parler aussi aux merguez comme moi qui suivent ça de loin. Merci Rémi pour cette page. Il y a quelque chose que j'ai rajouté que j'ai pas mis sur l'édito parce que je voulais rendre hommage à un garçon qui est venu longtemps commenter aussi avec nous, avec Philippe Monneray ou Philippe de Barle et tous ceux qui nous ont accompagnés. Patrick venait de temps en temps. Et il y a eu le dernier Grand Prix de Hervé Poncharal ce week-end comme patron de Tech 3, qui était également président de l'IATA, ce qui a fait du bien à la moto française d'avoir un Français qui était là parce que les équipes françaises, il n'y en a pas beaucoup et je pense qu'il y a eu quand même sans doute pas mal d'émotions. Il a dit, sachant c'est Marc Fontan qui me rappelait avec Sam Thomas l'autre jour quand il me ramenait de Manicourt qu'il a débuté dans le sud de la région parisienne. Et il était pas vraiment dans ce milieu, mais il était passionné. Il est monté petit à petit. Il a monté avec Bernard Martignac et Guy Coulon cette équipe. Guy est resté jusqu'au bout et ils étaient 3 au début, Tech 3. Et franchement, chapeau quoi. Et l'équipe a été championne du monde avec Olivier Jacques en 2000. Bah oui, légende, hein, Poncharal. Et donc c'est Günther Steiner qui va avec prendre la suite, avec d'investisseurs. Coleman notamment, voilà. Mais pour cette année-là, il conserve le personnel pour l'instant et ça reste à Bernmes-les-Mimosas. Mais bravo à Hervé Poncharal pour ce qu'il a fait pendant toutes ces années. Super. Un grand du GP français. Un vrai passionné et il est resté meneur d'entreprise. De toute façon, pour qu'ils acceptent ses pairs de lui laisser la présidence de l'IRTA, de donner ce titre, ça a fait du bien, parce qu'on pèse pas lourd, hein, les Français en MotoGP par rapport aux Espagnols, aux Italiens ou même aux Anglo-Saxons, hein, on va pas se leurrer. Ouais. Heureusement qu'on a pour l'instant 2 pilotes en catégorie reine. Alors qu'en cross et en SX, on pèse.
Eh ben, ça tombe bien, transition toute trouvée. On va parler du Supercross de Paris. C'est tenu tout ce week-end. 42e édition, bondée sur 2 jours, le samedi soir, le dimanche, avec le King of Paris. C'était Malcolm Stewart, Rémi. Il nous a régalé. Il survolait vraiment les autres les concurrents. Il survolait les Whoops surtout parce qu'il a été très très fort là-dessus. Le samedi, il a gagné les 3 courses, dont la finale. Et je pense que c'était peut-être le plus impressionnant, moi, c'est quand il a gagné la finale d'hier. Oui, là, dimanche, je suis d'accord. J'ai pas vu dimanche, moi, j'ai vu que le samedi. Et il remonte et on voyait les autres quand ça partait comme ça, si c'était Jet Lawrence devant ou un autre. Moi, je voulais quand même revenir avant qu'on aille tout de suite dans le vif du sujet, parce que peut-être que certains ne connaissent pas. Il y a 2 catégories quand même. Il y a le SX1 et le SX2. Il y a les 4,5 et les 2,5. Juste pour rappeler quand même rapidement ce qu'on a. Et puis, on a des pilotes qui sont invités. Donc, Malcolm Stewart, c'est pas une légende, mais enfin, son frère était une légende aux États-Unis. Et lui est quand même assez connu, mais bon, il a passé la trentaine. Il y a les frères Lawrence, qu'on évoque souvent ici, les 2 Australiens qui viennent en rockstar. On a également Webb, Cooper Webb, franchement un excellent pilote. Et donc, face à eux, on a nos Français qui essaient de se battre aussi. Et Tom Vial était là avec Honda, on avait Cédric Soubeyras, donc... Vraiment, il y avait une bonne bataille le samedi entre Soubeyras et Vial. Et Soubeyras a été très fort. Il était tellement fort qu'à 36 ans, alors c'était la première fois qu'il était sur la 450, le fils de Fred Vial, pour un point, c'est lui qui est au classement du King of Paris. Il est devant pour un point, c'est le premier Français. Mais du coup, il disait, le speaker, que Tom Vial, il avait très peu de roulage avec son... J'allais le dire justement. C'est un truc de fou la performance, parce que avoir un niveau comme ça, avec si peu de roulage... Non, alors attends, il n'a pas si peu de roulage, c'est un super grand champion. Non, mais je te parle avec cette bécane-là. Et voilà, il l'a découverte il y a 2 semaines. Il vient de signer avec Honda, donc forcément, d'accepter l'invitation comme ça, c'est pas si facile. Ça va pas te surprendre, Dalal. T'as vu combien de temps il a mis, Marc Marquez, il la connaissait pas, la Ducati 2025. C'est là qu'on reconnaît les grands pilotes, effectivement. Et Tom Vial a été... il s'est adapté. Le samedi, c'était un peu plus compliqué, et le dimanche, il a été fort, donc c'est plutôt bien pour nos Français. Et donc, Malcolm Stewart gagne, et donc King of Paris, et non pas King of Bercy, évidemment, 17 ans après son frère. Ah, c'est énorme. Parlons des frères Lawrence, Jet et Hunter. Compliqué le samedi, une chute pour Jet, je crois, sur la première course. Hunter, il est tombé dans les whoops. Après, l'assistance médicale est venue. Ouais. Comment ça s'est passé le dimanche pour eux? Parce que, petite déception, en tout cas pour le samedi, parce que c'est une grosse soirée, quoi. Le samedi, c'était bien parti pour Jet, 4-2, c'est pas mal, parce qu'on marque les points en fait en fonction de sa place. Un peu comme le mix des nations. Si tu finis premier, tu marques 1 point, quoi. Donc il faut essayer d'en marquer le moins possible. Et le dimanche, il a marqué 4 points. C'est pas mal. Premier. Et par contre, la dernière, il la perd. Et c'est Malcolm Stewart qui vraiment voulait s'imposer et dire, voilà, je suis le King of Paris, mais vraiment, j'y vais avec la manière. Et même Jet Lawrence a donc dû s'incliner face à ses adversaires, donc face à Stewart et à Webb. Parce que Cooper Webb, il était pas mal aussi. Et il finit. Il était un peu en dessous de... C'est vrai qu'avec Stewart, il était éclipsé, quoi. Mais on a su ce qui lui était arrivé médicalement parlant à Hunter dans le whoops, parce qu'on s'est peut-être dit au début que ça sentait pas bon, quoi. Ouais, non, il est revenu, il s'est fait un beau volume, quoi. Ouais. Et puis le lendemain, il est revenu et il fait 4, 5 et 4. Et alors, je crois qu'il s'est passé un truc dans la zone que je ne voyais pas avec les boss, c'est qu'il y avait un triple et... Malcolm, non, justement, c'était un des frères Lawrence qui est passé les 4 d'un coup, alors que les autres passaient en 3. Du coup, Malcolm, après, a suivi le pas. C'est souvent ce qu'on aime en Supercross, justement, c'est cette audace pour les pilotes. On a les vidéos, ça, je ne sais pas si on les a montrées. On va remercier au passage Philippe Casatsu, qui est un des organisateurs, qui nous les a envoyés, qui les a filmés lui-même. Et en fait, si tu veux, le défi pour les pilotes SX, c'est vraiment de pouvoir maximiser ce rythme-là. Et donc, quand tu fais double ou triple et 1 ou quadruple, c'est pas le même rythme et tu gagnes pas la même chose. Et donc, si tu veux, Jet Lawrence a réussi, en s'appuyant sur la table et en relançant au bon moment, à passer les 4 en même temps, donc les 4 boss, quoi. Et derrière, Malcolm Stewart s'est dit, tiens, moi aussi, je peux le faire, à tel point qu'il a doublé en l'air son adversaire. Alors, je ne sais plus si c'était Jet Lawrence, non, c'était Cooper Webb. Il a dépassé Cooper Webb au-dessus. Ouais, là, c'était vraiment sensationnel, pour connaître. Tout le public était en feu, évidemment. Mais de là où j'étais, donc après la réception de la grosse bosse du FMX, il y avait donc un droite, et après il y avait 3 bosses, et c'était marrant parce qu'il y avait la moitié du peloton qui passait les 3 d'un coup. Voilà, après à la AMV, là où il y a la Kawa qui est passée, il passait les 3.
et il y avait la moitié du peloton. Voilà, magnifique, les 4 d'un coup. Et là, vous allez voir, après la réception, c'est là le droite, et pareil, il y a la moitié du peloton qui allait passer, ça coupe là, qui passait les 3, et les autres faisaient 2, et ça changeait le rythme. Après, vous voyez, pour l'arrivée, ça n'avait rien à voir, quoi. Exactement, et c'est en ça que le Supercross est vraiment intéressant, et physique aussi. C'est pour ça qu'on a des manches qui sont assez courtes finalement, mais ils piochent. Et moi, il y a quelque chose qui m'intéresse aussi. On a les photos, je ne sais pas si on va les montrer. Philippe Casatsu m'a montré au bout de 2-3 tours, dans les whoops, au bout de 2 passages simplement, comment la terre est marquée. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai que en 3 tours, en fait, tu as 3 traces. Donc déjà, c'est chirurgical, si tu veux, leur passage, c'est à quelques centimètres près. Mais surtout, il faut vraiment ensuite avoir en tête de ne pas aller toujours au même endroit, sinon tu te fais un peu déstabiliser, parce qu'il peut y avoir des débuts d'ornière, entre guillemets. Mais l'équipe de JLFO, justement, est là. À chaque fois qu'on a du freestyle, hop, ils reprennent les outils. Et ils peuvent remodeler un peu cette piste pour qu'elle soit vraiment avec très une fameuse terre qui pose problème, parce que à Bercy, en fait, nous a dit Philippe Casatsu, la terre, elle était juste à côté. Alors que là, Tintin, déjà, t'arrives même pas à trouver un Uber ou un Grab pour sortir, donc t'imagines bien. Donc là, ils ont plus de problèmes pour la terre. Elle est stockée plus loin. Elle est beaucoup plus loin, et ça pose un sacré souci, parce que Non, vas-y. Par exemple, ils ont réussi à le faire là parce que ça remplit. Mais pourquoi, pour l'instant, et la Fédération française de moto et le promoteur voudraient, pourquoi on n'arrive pas à faire une course de speedway, de manche de mondial ici? C'est que tu bloques la salle pendant 8 jours, et ça, c'est pas possible. Parce que là, bravo, c'était plein à Bercy, c'est plein à Nanterre, les 2 jours. Ah ouais. Mais plus de monde, j'imagine, à Nanterre. avec du speedway qui ne concentre, désolé Enzo Bernard, que 30 à 40 km, puisqu'il m'a montré tous les pilotes là où ils habitaient dans le sud-ouest. Tu vas pas. J'ai posé la question d'ailleurs pas Dario Marchetti, mais à Paolo Ciabatti, qui me disait c'est pareil en Italie. En Italie, il n'y a qu'un tout petit endroit où on roule en speedway. Donc là, c'est un sport qui est pénalisé par le fait que tu ne peux pas bloquer une énorme salle comme ça. Il y a des concerts, il y a du rugby, il y a plein d'autres choses. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que la terre a bien tenu. Et la piste a été vraiment bien préparée, elle était constante le samedi et le dimanche. Je regardais si je voyais des ornières, un petit peu d'ornières sur certains virages, mais le reste du temps, ça restait à peu près. C'est très bien, il n'y a pas eu de blessés majeurs, alors qu'il y en a eu. Par contre, j'ai vu, il y a un moment, il y a un des frères Lorenz qui a raté une réception avant les whoops, et qui est arrivé en stoppie, et qui a fait un bloc pass à son frère qui l'a fait tomber. Tu l'as vu cette image-là? Je me souviens plus. Il y a une image où je crois que c'est un des frères Lorenz et qui fait un bloc pass à son frère en stoppie, et l'autre il arrive donc du coup sur le haut de la bosse, et il tombe et il se retourne, il fait ah merde, bon, et puis il continue. J'ai pas fait gaffe. Je pense que c'est Jet qui a dû faire tomber Hunter. En tout cas, il n'a pas fait exprès. On va parler de nos Français, on a parlé de Tom Vial exactement, mais aussi en SX2, il y avait une belle bagarre, donc avec Anthony Bourdon qui a été King of Paris en SX2, qui a fait une grosse bagarre avec Luke Scout. Prince. Prince, pardon. En SX2, et parce que moi, c'était Luke Scout qui était meilleur le samedi, mais il a réussi à revenir le dimanche. Et en fait, Anthony Bourdon, il a été dans l'aspiration, on va dire, de l'Australien Luke Cloud qui roulait pour l'équipe Bud Racing, donc Kawa. Et en fait, Luke Cloud, il s'est fait un peu piéger à un moment donné avec Calvin Fonvieille, ils ne se sont pas compris et il a chuté. Et beaucoup de points ont été perdus, et c'est ce qui a permis à Anthony Bourdon de pouvoir marquer suffisamment, parce que c'est l'objectif de marquer le moins possible, et de pouvoir s'imposer. Il faut quand même se souvenir qu'en début d'année, Anthony Bourdon, il était blessé, il ne pouvait pas rouler, et il a réussi à reprendre justement l'entraînement. Il est descendu d'une catégorie, parce qu'il roule aux États-Unis, lui, cette année, enfin, quand il roulait, évidemment, et il est passé en SX2, et il a su s'adapter à cette franchement, c'était bien, il était hyper impressionnant. C'est moins facile, mine de rien, quand tu as une cylindrée moindre, parce que ces fameux doubles, triples, quadruples... c'est pas si simple. Mais Donald, l'année dernière, je t'avais amené dans cette émission un champion du monde, Jordi Tixier. T'as pas été étonné de ne pas voir Jordi Tixier cette année? Avec la fracture qu'il a eue, je pense que non, il aime bien les polémiques, Rémi. Ils étaient où les pilotes de Serge Guidetti? Ils étaient au Canada, je crois. J'avais vu des images sur les réseaux, ils roulaient, mais... Tu peux nous expliquer, c'est hallucinant, ça. Alors, je sais pas si je vais pouvoir l'expliquer. Mais alors que si tu prends tu as eu le guide officiel de présentation, les pages 2 et 3, c'était Serge Guidetti, toujours très malin en com, qui a fait la pub de ces 5 pilotes, dont les Français qu'on connaît bien, Maxime Després, qui est du côté de Chalon-sur-Saône, là-bas, Jordi Tixier notamment, et tous ces pilotes-là n'étaient pas là parce que
alors qu'il n'y a quand même pas beaucoup de compétition de ce niveau-là. Il y a un nouveau championnat dont tu vas nous parler, et il y avait concurrence de dates pour la première fois. Ah oui, quand même. En fait, ce championnat, je l'ai commenté, et au début, si tu veux, c'est un championnat du monde Supercross, donc ça c'est plutôt bien, parce que les vrais championnats qui existent, on a la SX Tour en France, et après en Europe on n'a plus grand chose, donc tant mieux cocorico, mais il n'y a pas de championnat d'envergure, et donc la FIM, la Fédération Internationale, veut qu'il y ait un championnat de Supercross. C'est pas mal, parce qu'on a aux États-Unis un championnat très très fort, et où on a tous les cadors justement là-bas, et les Français d'ailleurs essayent d'aller se mesurer aux Américains. Et ce championnat grandit, parce qu'au début, moi, quand je commentais, c'était 2 ou 3 épreuves dans l'année. C'est fou. Et puis là, maintenant, on en a 5 et ça grandit un petit peu. Et ce qui est triste, c'est qu'on a choisi la même date que, Ça, c'est que dommage. Paris. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Mais oui, c'est fait exprès. Tu te rappelles de la guéguerre qu'il y avait oui. entre le championnat du monde Superbike et les courses d'endurance vers le Grand Prix du Bol d'Or pour les pilotes qui ne peuvent pas faire les deux alors que Dommage. ça leur gagne pas. C'est... Ça, c'est vraiment ridicule. Et Paolo Cebatti, il était là, on l'a connu dans les Grands Prix vitesse. Hein. Il est là pour le développement du motocross pour Oui. Ducati, hein, bien sûr. Hein. Et Ducat qui Ils est sont arrivé là. en motocross, en supercross, franchement, enfin pas encore en supercross, Pas mais ils vont encore. arriver. Mais en motocross, Mais il était là pour ça. Alors attention, Ce parce week-end. qu'on est lundi. non, mais on ne dit rien. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. on ne dira rien, on est Et muet en comme revanche, des cartes. Il y a des choses qu'on peut dire, hein, c'est que l'année prochaine, il y aura 3 pilotes, il y aura des pilotes En aux motocross. États-Unis, voilà, que Antonio Cairoli va continuer de travailler, mais que c'est une légende à 40 ans, il peut plus s'entraîner, parce que pour s'entraîner pour un Grand Prix, il faut s'entraîner 4 ou 5 jours physiquement dans la semaine. C'est pas comme en vitesse, c'est pire en Il motocross. faut toujours rouler. Et il va faire 3 ou 4 courses dans l'année. Voilà, il en a fait une qui était bien en Angleterre, je crois qu'il a fait 7e. Et là, attends, ils ont Zever, ils ont Vlanderen, pas mal du tout, et puis Bonacorsi, un Italien, fallait bien un Italien chez Ducat. Et Mais, surtout, attends, il y a- ils sont il y en a motocross, quoi. quelque chose Ducati. qu'on peut annoncer, Ducati parce en que ça, motocross. c'est qu'ils ont été chercher comme Honda Tenkate Ah, une structure. une structure néerlandaise très, très, très performante. Celle de Ça- Louis Vosters. Et c'est juste à côté de Lommel, là, et donc c'est très important. Là, tu peux expliquer. Ah bah c'est clair, parce qu'il faut rouler en motocross, et donc bah, où est-ce qu'on peut rouler? En Belgique, c'est pas mal, notamment sur le sable, parce que c'est là où c'est le plus difficile. Et donc la structure de Louis Vosters, qui était à l'époque avec Yamaha, qui ensuite est allé avec Fantic, et qui a fait de très bons résultats avec Fantic, maintenant va être associé à Ducati. Ouais. Et franchement, Ducati, ils font les choses bien dans ce cas-là. Ouais, pas mal. Ducati, c'est des Italiens, ils viennent pas pour faire de la figuration. Après, ça C'est va les sûr qu'ils occuper gagneront quand un même. jour. Hein, ça Je va les sais pas occuper quand. quand même. Ouais. Hein. Déjà, il y a la Triomphe. Mais ils vont qui se est donner, arrivée. ils vont se donner tous les moyens, ça c'est Je pense sûr. que ça Ils sont peut pas gagner. venus là, Pour gagner, c'est très simple. Hein. Paolo me l'a dit. Il faudra un moment ou un autre avoir dans son équipe le Marc Marquez. Donc, il y a 3 pilotes à l'heure actuelle, en gros, on va aller jusqu'à 5. Tant que tu peux pas, et tant que la Attends, moto ne sera vas-y. pas suffisamment Ça performante, m'intéresse, ça, qui je ne vais pas te donner les noms, mais Ah bon il faudra un moment ou un autre, Ouais. en 2027, plutôt 2028, quand ils veulent gagner, qui mettent, ils ont les moyens financiers. mettent Attends, l'argent Zever, il est pas si mal. hein. pour recruter. Oui, mais tu peux Ouais, mais pas, ils veulent, tu peux pas être. Ouais, mais attends, champion du alors, monde. donc Erlings, Ouais, il est le chez number one. Honda maintenant, il a signé chez Honda, il a quitté KTM, donc ça, incroyable. Rolge Prado, bon, il a vécu le rêve américain, ok. On a le français Romain Fèvre, qui est très très bon aussi. Maxime Renault, ça serait évidemment un rêve de pouvoir le faire monter encore en puissance. Après, tu as Tim Geiger, mais qui vient de signer chez Yamaha. Il n'y a pas trop de choix pour Mais l'instant. hein. sois sûr que d'ici 2 ou 3 ouais, ans, ouais. ils vont Ah ouais. au moins. Il y en a déjà un qui a été approché, il ne pouvait pas, mais qui vont Ok. ils vont en meilleur. recruter un, ils vont mettre l'argent sur la table. On aime ça. Paolo Voilà. Chabatti, il a gagné avec Pecco Bagnaia. Ouais. Il a fait 10 ans la tête de la MotoGP et du Mondial Superbike. Il a gagné en Superbike. Il sait comment faire. Il va y arriver. Hein. Ah, vous êtes bavard hein, ce soir. Ah hein. oui. On est en retard là. Moi, tout de suite. Ah, non, mais, je vous félicite pas. Hein. Par contre, juste un petit, très vite fait, parce que ça m'a intrigué, et comme vous connaissez tout. Je sais plus si c'est un CX2 ou un CX1, mais le 62, c'était une moto électrique. J'étais hyper étonné d'avoir une électrique qui roulait avec du thermique. Non, parce que il n'y a ça, pas de décalage de performance. Ah, un petit peu. Petit peu. Elles sont lourdes, mais en fait, j'en avais parlé l'année dernière, je crois, avec vous ici. Parce que Sébastien Tortelli, que j'ai eu dans mon podcast, donc justement Trajectoire, là, et ben en fait, il m'a expliqué qu'il était ambassadeur Stark et qu'il la c'est Stark, développait, c'est ça. justement, cette machine. Alors, elle est moins agile quand même. C'est sûr qu'une moto électrique, bon, c'est pas simple dans les hoops, notamment. Mais ça se développe et ça m'a peut surpris avoir un... que je le vois passer. Je suis dit, mais c'est une électrique. Oui, mais Ouais. on va pas faire des compétitions 100% électriques. Non, parce qu'on l'a mais vu avec le moto. ça m'a surpris de le voir tout seul comme ça en électrique, quoi. Voilà, c'est juste. Non, mais ok, bah, ils sont en train de travailler, ils D'accord. continuent de développer. Et rappelons que ça vient de s'arrêter, la Ok. moto électrique en Grand Prix, et que c'était, au moment où ça s'arrête, c'était Ducati qui s'en occupait. Hein. Ah ouais.
Ça, c'est vrai que j'avais oublié ça, ils ont fait griser Ouais, un petit peu. Oui, mais bon, d'un autre côté, c'était des belles performances, et puis ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre comme savoir-faire, quoi. Ouais. Bon, je vais trop mis de pièces dans la machine. Ah. On va parler du GP de Macao brièvement. En tout cas, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que le Grand Prix de Macao? Parce que c'est pas un GP de F1. Et non. Tu as des souvenirs d'anecdotes de ce GP en tout tout cas? Il y en a plein des souvenirs, mais c'est pas un Grand Prix de F1, et pourtant Max Mosley voulait que ce soit un Grand Prix de F1. Trop dangereux. Il était intéressé. Trop rapide? Alors, rapide, c'est pas le problème, c'est quand même très rapide, effectivement. C'était en 93 qu'il s'y était intéressé. Et parce que tous les pilotes qui gagnaient le Grand Prix de F3 mythique, souvent étaient des grands champions et sont allés jusqu'en Formule 1 et être champion du monde, d'ailleurs. Ayrton Senna a gagné en 83, Michael Schumacher a gagné aussi dans les rues de Macao en sortant Mika Hakkinen. Il y avait des vraiment très belles batailles. C'est pas un Grand Prix de F1 parce qu'en fait, il y a une grande partie sur le haut de la ville qui est vraiment trop étroite. Ouais, c'est ça. Il y a une épingle, Je Melco. vois très bien, là, à le droite, là. Ouais, elle est même d'ailleurs sous drapeau jaune maintenant. Tu peux pas plus doubler ici. Bah non, mais parce qu'il y avait des embouteillages, c'est ça, là, si tu me parles de souvenirs. Il y a des embouteillages tout le temps. À Lisboa, le premier freinage, tu as des crashs énormes avec plein de voitures qui sont bloquées. Tu as Melco également, donc à l'épingle. À l'époque, tu avais plein de blocages et plein de choses, justement, un petit peu qui sortaient de l'ordinaire. Si j'ai des souvenirs à te donner, effectivement, c'est souvent des accidents parce que c'est assez spectaculaire. Moi, je me souviens du crash de Sohail Yayari qui a décollé en F3 et qui s'est qui avait fini dans la cabine. Non, ça c'était à Monaco, ça. C'était Sophia Flörsch surtout ça. Ouais, exactement. Sophia Flörsch qui avait décollé, elle a failli rester paralysée, quoi. Mais c'était un énorme crash. Mais c'était où ça déjà? C'était à Lisboa, le premier virage en fait. Le deuxième virage. Mais qu'est-ce qui manque à Macao pour être en F1 ou la dangerosité? Donc ça ne se fera jamais. Non, il y a dangerosité et puis je crois qu'il faudrait faire trop de travaux pour dénaturer en fait le circuit. Enfin, oui, il faut laisser quand tu as des espaces qui sont moins larges que 7 mètres, les Formule 1, elles sont devenues immenses maintenant. Il y a eu une démonstration. Ça passerait plus, Il y a eu une démonstration de Formule 1 à Macao en 2003. Je suis retombé sur ces images en bossant l'émission. C'était Ralph Fierman à l'époque, qui a beaucoup gagné en Asie, et notamment au Japon. Et il a roulé avec une Jordan en 2003. Il a mis 3 tentatives à l'épingle pour la passer. C'est-à-dire que 2 fois, il s'est bloqué, fait marche arrière, hop, et la 3e, il y est arrivé, mais ça passait à ça. Laisse tomber, il faut un... Et c'était des monoplaces de 2003, qui étaient toutes petites. Donc non, maintenant, c'est... Mais c'est ça, il faudrait des monoplaces plus petites, en fait. À tel point... Ça marcherait plus. Non, mais à tel point que maintenant, si tu veux, si on n'a pas de Grand Prix de F1, c'est qu'on voit en fonction de la vitesse et de la performance des monoplaces, on fait un ratio, et on sait quelles sont les monoplaces qui peuvent rouler. Et à l'époque, c'était des F3. Déjà, c'est pas la plus grande catégorie. Maintenant, on est passé en formule régionale. Parce que les Formule 3 ont pris du poids, ont pris de la puissance, et donc on roule en formule régionale. Et Cocorico, ce sont des Français qui se sont illustrés, avec Théophile Naël, qui a été donc vainqueur de cette Coupe du Monde en formule régionale. En Formule 4, c'est Jules Roussel qui a gagné. Donc franchement, bravo à eux, parce que c'était vraiment un régal à suivre et à commenter. Et puis en GT, victoire de Ferrari. Donc, bon, voilà. puisque tu as parlé de français, ça fait plaisir. Vous me permettez de rendre hommage quand on parle de Macao, malheureusement. C'est la première fois que j'ai entendu au téléphone Philippe Monneret pleurer. Il avait dit à Bruno Bonneville de ne pas aller faire Macao. Et il avait déjà eu des accidents. Il s'est tué là-bas. C'était vraiment terrible. On a une pensée pour lui, pour sa fille. Bruno Bonneville, oui. Parce que les motos roulent encore à Macao. C'est ultra dangereux. Non, mais le casque touche même le rail. Le rail, oui. Non, c'est dur. On en voit passer beaucoup des images sur les réseaux de Macao. À chaque fois, je regarde, je suis hypnotisé, mais c'est chaud. C'est très vraiment chaud. un circuit ultra dangereux. Et je me souviens, pour conclure, le titre de Yvan Muller, évidemment, en voiture de tourisme. C'était un régal, enfin, d'avoir un titre à Macao. C'est pas toujours facile de bien performer. Et ça reste gravé. T'as gagné Macao, c'est quand même classe, quoi. C'est pas un circuit, le Hungaroring, je l'aime bien, mais tu vois ce que je veux dire, c'est Macao, c'est comme Monaco, quoi. Ça prouve effectivement quelque chose. Et Théophile Naël, qui a gagné en monoplace, ça faisait 21 ans que c'était pas arrivé. C'est beau. Depuis 2004, une victoire. Et Yann Arlaché, bravo, il est champion du monde pour la 3e fois. Donc on parlait d'Yvan Muller, son neveu a été titré en tourisme. Eh bien, merci pour tout ça, Anthony. Patrick, on a parlé tout à l'heure de ses débuts en compétition. Ça a commencé par la 50 cm3. Qu'est-ce qui a fait commencer? Qu'est-ce qui a été le déclic pour que ça fonctionne? Très belle bécane d'ailleurs. Le 12, c'est validé. Un beau chiffre. Moi, je l'ai découvert parce que je te connaissais avec Philippe et j'ai jamais su.
J'ai jamais su que tu avais débuté parce que c'est terrible. Tu étais habillé en noir aujourd'hui. Je sais pas si tu as été marqué par la mort. En fait, tu as perdu ta sœur. Raconte-nous. Ah, bah c'est vrai, oui. Bon, la course moto était dangereuse à l'époque, c'est sûr. Mais surtout, oui, j'étais jeune, j'avais commencé en amateur. Et puis, ma sœur est décédée à l'âge de 27 ans. Un accident de voiture. Moi, j'en avais 21. Et je commençais les courses de moto. Je venais de finir mes études. Et je me suis dit, bon, la vie peut tellement être dure et être une telle loterie que, allez, j'ai un bagage en poche, je suis passionné de moto, je fonce dans la course. Et on verra bien, hein, 1 année, 2 années ou 10, j'en sais rien. Ça a été le déclic, parce que ça on pourrait penser que c'est l'inverse, ça va être un frein. Oui. Non, je me suis dit, je vais profiter de la vie, parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Par contre, rétrospectivement, pour les parents, hein, ils perdent leur fille à 27 ans, et moi, le petit gamin de 20 ans là, qui se lance dans un Grand Prix moto, qui à l'époque, bon, ça allait moins vite qu'aujourd'hui, mais on peut dire que c'était plus dangereux. Hein. Il y a plus de morts tous les ans. Beaucoup plus dangereux. Ouais, les pauvres parents. Donc c'est vrai que j'ai commencé ma carrière. Et c'est la mort de ma sœur qui m'a fait le déclic. Et j'ai dit, allez, je profite de la vie, puis on verra. Ça peut s'arrêter rapidement. Ah ouais, c'est incroyable. Et ça a duré, parce que ça a commencé en 73 ? Oui, et puis j'ai pas mal. Oui, c'est en 74 que ma sœur est décédée. J'avais fait 2 années de ce qu'on appelait les courses de côte à l'époque. Bon, très, très amateur. Hein. Et puis en 75, j'ai eu un sponsor. Bref, et j'ai décroché le titre de champion de France. Donc, elle n'a pas connu le succès. Enfin, bon. Et qu'est-ce qui a été le déclic? Parce que c'est faire du championnat de France, mais après, pour partir en mondial, encore une fois, quel a été le déclic pour se faire repérer et partir à Spa? C'était facile à l'époque. Parce que c'est vrai qu'on commençait tard, hein, 21 ans, la première petite course de côte. Mais par contre, on pouvait très vite arriver en championnat du monde. Parce qu'en fait, il fallait taper à la porte, essayer de se faire engager. Il y avait tellement. Il y avait des moments où il fallait se qualifier, c'est ça? On faisait le déplacement, on n'était pas sûr de rouler. Quoi. Non, il fallait se faire engager déjà, suivant votre palmarès. Mais bien sûr, enfin, c'est comme la vie, hein, quand il n'y a pas d'expérience, on ne vous prend pas. Finalement, c'est l'école de la vie. Et puis, ce titre de champion de France en 50 double, 50-125, m'a ouvert les portes de Morbidelli. Morbidelli France qui arrivait, les 125 Morbidelli, qui étaient d'excellentes motos. Ils cherchaient un pilote français. Et comme je disais, champion de France en national. J'étais sur la voie, mais j'étais militaire, avec le calot et les cheveux courts. Et j'ai reçu un coup de fil à la base militaire de Tours. Vous savez que je suis de Touraine. Et bref, voilà, je vous la fais courte, mais donc pour être le pilote officiel pour cette moto. Donc tu étais doublement engagé à l'armée. Et engagé par Morbidelli France. Ça t'a posé un souci, justement Non, j'avais un super capitaine qui était, pour ceux qui connaissent, qui était le père de Thierry Tulane, le tennisman. Ah oui, bien sûr. Voilà. Incroyable. Qui était de Tours, Thierry Tulane, ça vous dit peut-être. Il avait les cheveux longs, il a fait des belles prestations. Il était militaire, c'était mon capitaine, et donc tout ce qui était sport, lui, il donnait les autorisations. C'était le passe-droit, finalement. Et donc j'avais droit à aller faire mes courses de moto, et j'ai fait des beaux débuts, là. C'est beau. Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier qu'on conserve comme ça de ces années Grand Prix, un parmi tant d'autres? C'est celui-là. Avec Barichine, non? Non, c'est-à-dire... Non, avec Michel Rogerie. C'est le premier Grand Prix où je suis militaire. C'est la première... Donc, Morbidelli France m'a inscrit au Grand Prix de Belgique au mois de juillet. C'est ma première course à l'étranger. À Spa, sur le grand circuit de Spa de 12 km, là. Donc, avec les 125, qui vont quand même plus vite que les 50, mais c'est mon premier Grand Prix. Et j'ai le 4e temps aux essais. Incroyable. Derrière Nieto, champion du monde. Derrière Bianchi, champion du monde. Et Pileri, champion du monde. Qui c'est ce petit Français, là, inconnu? Et c'est là que Michel Rogerie, qui voit que je suis mort de trouille, là j'ai vu ce que c'était que de monter sur la scène. Hein. J'étais mort de trouille, j'avais envie de prendre mes bottes et puis d'aller les courir, de partir, tout ça. Les hôtesses Marlboro qui étaient là, bon, c'était pas les Grands Prix d'aujourd'hui, mais quand même. Et Michel Rogerie, qui dit, mais qui c'est ce Français qui est venu me voir? Il a vu, tiens, là la photo. Je croyais qu'il y avait Barichine. Et Michel Rogerie, regardez, en moule bite, on a le droit de dire ça à la télé? On peut. C'est énorme, sur la grille de départ. Michel Rogerie. Et cette dame qui est avec toi depuis pratiquement un demi-siècle, donc 48 ans de mariage dans 15 jours. Et pas l'hôtesse derrière. Et il te dit quoi que sa tenue de Center Parcs? Alors, il me dit, oh, toi, le petit Français, il pense, toi, t'es malin. Il dit, non, c'est bien, t'es en première ligne. Bon, alors, tu loupes pas ton départ, hein. Et je la fais courte, et tu loupes pas ton départ. Tu les suis, t'essayes pas de les doubler, hein. Et puis, au dernier virage, hop, tu passes Nieto, et t'as gagné ton premier Grand Prix. En attendant, les faits étaient bons. Ouais. Il m'a détendu. Et le pire, c'est que tu l'as fait? C'est que je suis parti en tête. Non, je l'ai pas fait, mais je suis parti en tête. C'est vrai que je démarrais bien, moi. J'étais un des seuls à courir. Vous savez, c'est des parts à la poussette. C'était des parts à la poussette, Des parts à la poussette à l'époque. Ce qui a pénalisé énormément qui? Un pilote français
Christian Sarron. Eh oui, ça lui a coûté Christian Sarron. beaucoup de victoires en Grand Prix à Christian Sarron. Ah oui, il partait toujours dernier. C'était des départs à la poussette, même avec À Sarron. poussette, et on sautait dessus. Et moi, il y en a beaucoup qui restaient dessus parce qu'elles étaient basses. Et moi, je faisais une impulsion là sur 1 mètre. Et je suis parti en tête. Oh, je dis merde, je suis en tête. Mon premier Grand Prix, première ligne, maintenant je suis en tête. J'ai quand même pas gagné, merde. Bon, enfin, donc, j'ai quand même fait 6e. C'est énorme. C'était quand même pas mal. J'ai fait 6e premier Grand. C'était quasiment une victoire, là. C'était, ouais. Et je me rappelle, hein, je crois que je suis jamais allé aussi vite à moto. Hein. Les derniers virages, quand on remonte, je me rappelle, j'étais en glissade, parce qu'à l'époque, c'était des pneus, c'était pas des slicks. Hein. Ouais, c'était la moto, strié, ouais. Elle glissait, enfin, comme ça, sur les 2 roues, ça s'arrêtait sur le vibreur, et tu repartais nez dans la bulle. Et ce jour-là, ouais, j'étais sur une autre planète, quand même. Ah, c'est génial. Et je suis là aujourd'hui, vivant. Anecdote. Vivant, malgré que c'était bien dangereux à l'époque. Hein. Mais ça devait passer on en a super perdu des copains. lentement avec ta 125 sur des grands circuits comme ça. Ouais, ça allait quand même à 220, une 125. Ah oui. C'est les 2 temps. Hein. Non, mais... Ah, c'est vrai. C'était pas les gros 4 temps d'aujourd'hui qui se Mais traînent. même nous, on se traînait avec nos Aprilia 125 de route où on mettait juste un kit 175. Enfin, je sais plus ce qu'on avait. Non, mais ça va plus vite que ce que je pensais. Oui, mais franchement, ouais. c'était cool. Hein. C'était que des petites 125. Et là, le C'est petit rigolo. 50, lequel je fais 3e au championnat du monde, il m'avait pris justement à Spa aussi, à 192 km/h. C'est énorme. Aucune mobilette. Alors, par contre, il fallait être une limande. Mais Et attends, d'ailleurs, mais t'as donc, roulé du avec coup- Jackie Hutto. Attends. Oui. Ah oui, Jackie, la limande. Plutôt, bah oui, Mais attends, mais je vois un truc là qui, Ouais. qui me choque. Les Ouais. pneus, Ouais. Il y a... Non, il n'y a pas de slider. En 50, c'était minuscule, les pneus. Hein. On ne posait pas le genou. Ah non. Je n'ai jamais posé un genou. Non. Même aujourd'hui, pourtant je vais encore sur circuit et tout, hein. Mais je sais pas déhancher, je peux pas. Je me traîne pas trop, hein. Je suis encore pas trop mauvais, enfin et encore, bon, oui, à 30 ans même, mais j'ai jamais posé un genou, Il y avait pas je besoin sais pas, je peux Et pas. il a mené le Grand Prix à Spa devant les champions du monde. Mais c'est comme Son quoi premier Grand non, mais Prix. comme quoi les différences de pilotage changent. Aujourd'hui, ils sortent tous le pied, on se croirait un supercross. À l'époque, Ouais. c'était le déhanché Mais complet. c'est des styles aussi, Mamola, enfin. Oui, mais enfin, je vous signale. C'est fou. C'est quelle année on dit là Ouais, 76. Ouais, Il y 76. a 50 ans. Oui, mais Vous voyez ce qui s'est passé en 50 ans, c'est quand même. Attends, mais déjà, après-guerre, hein. même début des années 2000, ça déhanchait pas à l'époque. Non. Et ça se mettait. Regardez le style de Michael Doohan. Vous voyez, Doohan, des fois, on voit des photos, il est complètement il se rentre à l'intérieur, il baisse ou la moto. Schwantz. Alors, c'était pas la même moto, hein, quand même. Non, La- d'accord. Mais il y avait des Enfin. styles bizarres. Maintenant, là, ils Non, mettent bon, même prenez des pas- sliders sur le coude. Et Bah, ça- on avait des pneus à dessin avec des gommes, les Ouais, gommes c'est un- PZ2. Les nostalgiques se rappelleront des gommes PZ2. Bon, mais malheureusement, tu as dit une phrase, tu as dit on a perdu des amis. Ah. C'est là où je t'ai côtoyé beaucoup, je ne savais pas que ta sœur Nicole était morte et c'est ça qui t'a fait débuter la moto, les Grands Prix dangereux, ce qui paraît incroyable. Mais tu vas arrêter 6 ans après parce qu'à nouveau, la mort va frapper très très proche de toi, explique-nous. Ouais. 6 avril 80. 6 80, donc après ces 2 années de 3e, pour 80, 3e au championnat du monde. 2 fois 3e au championnat du monde, je dis bon, allez, je vais passer le cap, je passe en 250, 350. Donc je rentre dans le team Chevalier, Olivier Chevalier qui est pilote, puis son frère qui fabrique les motos. Olivier Chevalier, dont on parlait tout le temps, Bruno Gillet. Ouais, qui était un gars fantastique, qui était un ambassadeur de la moto, hein, très relations publiques, grand pilote aussi. Un peu comme Philippe Monneret. Ouais, en mieux. Avec le talent en plus, Mais, je veux dire, au niveau ambassadeur. Ouais, tout à fait. Lui, il nous a manqué pour le sport moto. Hein. Ça aurait été un vrai ambassadeur. Mais il faisait déjà. Et beaucoup puis de donc, choses. il Et était donc pilote en 2000, donc c'était mon coéquipier. Et, bref, à la première course, il s'est tué. Au Castellet. Et au Castellet, ouais, 6 avril 81. Et là, j'ai dit, bon, j'ai déjà deux fois 3e. Bon, j'avais en tête, je savais qu'il fallait se reconvertir. Bon, j'avais fait des études un peu, ouais, comme disent certains, toi, tu avais ton bac, bon. Et puis, donc, puis je venais d'avoir une petite fille 3 semaines avant. C'est ça, parce que t'avais même pas 30 ans. Non, j'avais 28. Bah, je sais. Et on faisait des carrières courtes à l'époque. Non, mais parce que c'est au moment où tu progresses dans la hiérarchie, t'as été marqué, et c'est comme ça que tu t'es lancé. Ouais. Comment ça se fait que là, ça t'arrête pour le Ouais. coup? Ah, ça va être parce que en fait, j'ai fait. T'es insensible et voilà, c'est ton coéquipier qui Ouais, se tue. Et... je savais qu'il y avait une reconversion. Plus j'allais traîner, plus c'était dur, parce qu'on gagnait pas d'argent à l'époque. Hein. Puis c'était un peu galère. C'est je te camions, coupe une seconde, caravanes. C'est marrant ce que tu dis, mais ça, je l'ai jamais dit à personne. J'ai commenté le décès d'Aijiro Kato, de Tomizawa, ça m'a beaucoup touché, parce que j'avais fait faire un entraînement encore ma meuf de boxe avec lui, etc. Mais je m'étais dit, si jamais Arnaud Vincent, Olivier Jacques, Régis Laconi, et je touche du bois, j'ai eu de la chance. Si un des Français que je connais très bien se tue, je pense que il se peut. Donc je comprends ce que tu as fait, parce que je m'étais dit, et je l'ai jamais dit à personne, je me suis dit peut-être que j'arrêterais si c'est un gars avec lequel j'étais tellement proche comme Arnaud Vincent, par exemple, voilà, et heureusement, c'est jamais arrivé. Donc je peux comprendre que. Je comprends aussi. Ouais. Ah ouais. Puis j'avais changé de catégorie.
J'avais déjà un palmarès pas mal, je pouvais m'en servir un petit peu. Je venais d'avoir une petite fille, là, je venais de me marier 3 semaines avant. Oh, je dis, c'est peut-être le bon moment, allez. Peut-être. Et le c'est plus pas fort, ta je femme pense. enfin ta femme qui est devenue ta femme justement, qui t'a forcé. C'est elle qui a été malheureuse. Ah, parce que du coup, t'étais sur son dos. Parce qu'elle adorait cette vie marginale. Le C'est pour ça Continental qu'elle m'a Circus, choisi. c'était sensationnel. Ah, c'est Parce cool. qu'on vivait une vie marginale, elle voulait surtout pas d'une vie Plan-plan. Et donc, et elle, ah ouais, elle était plus triste que moi hein, d'arrêter. Et On pourrait penser l'inverse. C'est vrai que j'ai commencé Ah ouais. sur un décès, j'ai arrêté pareil sur un décès. Et justement, Pas drôle, tout ça, hein. tes débuts, là, tu es venu avec un livre. Je vois que tu nous parles de ces 50 qui sont surnommés les tasses. Pourquoi c'était surnommé les tasses et c'était des bécanes qui prenaient 200? Bah, c'est écrit page 2. Je vous offrirai mon livre, vous verrez. Ouais. Ah, bien. Et c'est bête parce que je voulais, oh là là, je voulais amener justement une tasse à café et un piston de 50 cm3 parce que ça fait la même taille. Ah, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des tasses, parce que le piston, qui est quand même l'élément majeur d'un moteur, hein, c'est un tout petit piston comme ça, et c'est lui qui vous emmène la moto à 180 à l'heure. Ah, j'ignorais. Le petit. Et donc, on appelle ça les tasses. Oh, on Et- dirait la tête de Patrick Plisson. Avec Ah, ses lunettes incroyable. rondes. Ah ouais, C'est ouais. ça, fait- Et on ça vous fait avez des belles 50 archives, kilos. hein. Vous avez des belles. Traîneur. 50 kilos? Oui, 55 kilos, les machines. Ouais. C'est un vélo, quoi. Ouais, ouais, Toi, tout est là. Hein. Et toi, tu pesais combien 55 cm3, 55 kilos. Tu pesais 16 000 combien, tours. toi Je faisais 62 par là, Ah ouais. à l'époque. Ouais. Ouais, Le poids de la Tout plein fait, 120 kilos. j'ai pris 10 kilos. Gaz. Ah, ça Mais c'est fou se parce produit que comme les ça, bécanes hein. de cross, ça fait quoi? 70, 80 kilos, 55 kilos? Mais Ah ouais, c'est un- petit, hein. Bah, c'était des mobylettes, en fait. Hein. c'est incroyable. Et donc, très rapidement, on a fait, il y a 3 ans, au Salon de Lyon, Ouais. le Salon du deux roues, ils veulent qu'on l'appelle, mais qui se situe à Lyon, on a fait une exposition de 50 machines de Grand Prix, de 50 cm3, de notre époque, des champions du monde, qu'on est allé chercher en Italie, en Espagne, en Hollande. On s'est donné un mal fou avec mon ami Patrick Lang. Et mais bon, on était content de le faire. Hein. Et on a fait une superbe expo. Et puis, on en a fait un livre comme ça, vite fait, enfin, à la dernière seconde, avec les photos de Fabrice Berry, qui sont magnifiques. Hein. Et bon, on a fait ce livre, donc de 50 machines. belles, hein. Et on en a fait un livre, on l'a vendu, et puis ça, j'y croyais pas, et ça c'est bien. J'en ai vendu déjà 1200 On exemplaires. peut le hein. retrouver où? Sur des plateformes de... Ah, on le trouve plus très bien. Ah, va falloir changer ça, là, Patrick, là. Mais si, on peut quand même. Non, il faut taper Patrick Plisson, les tasses, et puis me joindre sur Messenger ou autre. Hein. Grâce à la lecture de cet ouvrage, Mais- j'ai repris contact avec Jean-Claude Bess, Scrab. Ah oui, Jean-Claude Bess, le B de Qui a Scrab, fait aux rouler- frères et qui a Bess. fait débuter Sylvain Gattoli, Randy Le Ah oui. Cugnet. Voilà, tous les rois du grand. temps. Hein. Et Jacques Hutto, qui a été mon équipier, Ah ouais. coéquipier, une année. Il en a des anecdotes lui aussi. Hein. Et puis oui, donc les Scrabs, l'ABF, qui veut dire Association Bidalo-Fourès, et ces deux ingénieurs, là, Bidalo et Fourès, qui dans ces années-là ont quand même créé ce 50 ABF, qui a brillé en championnat du monde, la 125 Moto Bécane, qui a brillé aussi, et les 250 Pernod. C'est tout ça, c'est tous les deux. Là, on avait deux ingénieurs. La Pernod avec fous. laquelle Jacques Boll a gagné à Silverstone, Voilà, c'est après eux que encore. Estrosi n'y soit pas arrivé, monsieur Christian Ouais. Estrosi, et, Et- c'est Jacques Boll qui a gagné. Preuve qu'on pouvait gagner avec cette machine. Voilà, ouais. Et donc, ça veut dire qu'il Jacques- il était plus fort que Christian Estrosi, donc. Ah oui. Ah bah, Christian ça peut Estrosi, arriver. il est fort, chacun dans son domaine. Ouais, après, Strogi n'était pas si Non, non, mal. il était fort. Ah, Christian les deux Estrosi. ont été très très forts en politique. Il était après. fort. Ah oui, c'est vrai en plus. Ouais. Ah oui. Non, Christian Ça met la Estrosi, table. c'était un bon pilote aussi. C'est ça qu'Estrosi Mais- avait un bon coup de guidon. Mais il Ah ouais. manquait en France une passion de mécènes ou de sponsors qui Christian qu'on avait. Estrosi était super important pour le sport méca clairement, ouais. dans le sud de la France. Ah Et oui, comme oui, Fillon oui. avec Ouais. la voiture. Hein. Non, il a eu un beau palmarès, il a un bon coup de Ouais. guidon. Hein, ouais. Et quand est-ce qu'on peut rouler à 2,50 sur le périph'? Ah non, alors ça. On va demander ça au futur maire de On Paris. verra ça. Voilà. Ouais, on va demander ça à Rachida. Pas sûr que ce soit elle. Si, comme ça, elle s'occupera Je voulais et pas le des Voilà. pétitions pour l'IA et l'AVF, ce serait Voilà. très bien. Bon, bah, Mais en tout merci, cas, merci Rémi. Patrick, c'était un grand plaisir. Attends, de quoi attends, Qu'est-ce que attends, j'ai oublié attends. Ah là là. Et on n'est pas Quoi minuté Je non le prends à commenter avec moi. Je pense que c'était avec Philippe Ah oui, Maugret, ce c'est vrai. jour-là. Ah. Attends, ok, je te laisse. Désolé, Et on est en puis, retard, mais je te laisse on faire. commande le Grand Prix du Mugello et à un moment, donc, t'as fait quoi? T'as fait 7 podiums au Grand Prix? Ouais. Et donc, j'avais regardé son palmarès, 7 podiums, et là, parce que des fois, il peut prendre la parole, il y a du caractère, il nous coupe, il dit, mais j'ai gagné un Grand Prix. Alors là, il y a un long bloc, je dis, mais non, t'as pas gagné le Grand Prix. Il dit, si, j'ai gagné un Grand Prix. Et là, j'étais repris, parce que ce que t'as fait, c'est monstrueux, c'est tellement anti-fair play. Il raconte C'est à sa ri- sauce, hein, c'est vous ri- connaissez. c'est comme ça que ça s'est d'habitude, passé. non. Si, c'est toi qui l'as raconté, sinon je ne le saurais pas. C'est Rémi. Ricardo Tormo.
Oui. a un problème en plus technique. Et tu penses même que tu vas gagner à un moment le Grand Prix. Je crois que le speaker annonce. Il affiche en tête du dernier tour du Mugello. Il pense gagner le Grand Prix. Il le gagne pas pour rien du tout. 12 centièmes. Il pousse, il passe. Tormo est en roue libre. Il a eu un pépin mécanique, il est en roue libre. Et moi, j'arrive à cette ligne de ça. Et la ligne, elle est là. En direct, on est en train de commenter les Grands Prix. On a l'exclusivité. Il dit j'ai gagné un Grand Prix. Et en fait, il va y avoir ce qui peut arriver parfois, un truc incroyable, invraisemblable sur le podium. Il se trompe et ils lui remettent à lui qui est deuxième la coupe du vainqueur. Non. Oh, ouais. Et là, tu l'as gardé. qu'est-ce qu'il a fait? Et là, j'étais choqué. Il en faut, me choquer en direct. Il a dit, je l'ai piqué, je l'ai gardé. Non, je savais pas. Mais un menteur, il a volontairement... on te l'a donné, c'est donné, reprendre, c'est volé. Tu l'as toujours, on est d'accord. Il a piqué la photo, la coupe du vainqueur de Ricardo Tormo. Et sur la photo, sur le podium. Comment tu peux faire ça? T'as pas gagné de Grand Prix, tu n'as pas Mais gagné si, tu la prends. Ah oui, il a raison, il le donne. Mais c'est comme Sébastien Charpentier qui prend des montres à des pilotes connus, voilà. Je crois que c'est pire. Et Là, arrivé à la maison, je dis merde, ils m'ont donné celle du premier. Bah, évidemment, il allait pas tu faire l'avais de vu, geste. pas la rendre. Menteur. C'est ma femme qui l'a vu. Tu l'as vu tout de suite. Et alors qu'en c'était Formule sympa. 1, Donc elle est dans le coup, elle a pas voulu la en rendre. Formule 1, on rend les coupes. Oui. On se souvient qu'en 2003, Fisichella avait pris la coupe Exactement. de Raikkonen qui avait été injustement mis premier. Enfin bon, bref. Donc voilà, t'as échappé à ça. C'est beau. Donc j'ai pas gagné le Grand Prix. Ouais, mais tu l'as la coupe. Dans notre c'est bien cœur. essentiel. Eh ben, du coup, tiens, je vais faire pareil. Le livre, il l'espère. On va pas lui donner, on va le donner à Marion. Ah là là. Très Ça y bien. est, je suis piégé. Eh bien, merci messieurs d'avoir été là ce soir. Merci Patrick, c'était un grand Nos plaisir. invités qui sont en train de Merci. regarder l'émission. Et Rémi, on se retrouve très bientôt pour débriefer cette fin de saison de Formule 1, savoir qui sera le champion avec Jean-Louis Moncel. Alors, ce ne sera pas la semaine prochaine. On va voir quand on vous prépare cette dernière de saison. Avant de repartir l'année prochaine, on sera là, bien évidemment. On sera en décembre. Oui, en décembre. De quoi? Le Dakar. Le Dakar, mais on en parlera sur la dernière. Ça. Bien sûr qu'on sera là pour le Évidemment. Dakar. Bien sûr. Anthony, bonne Oui. soirée. Merci d'avoir été là. Eh ben, Patrick, encore une fois, à vous, merci. super. Et merci à vous qui nous regardez. Marie a piqué. En direct. Oh là là, mais tu vas le faire passer pourquoi là? Mais le mec il fait un bingo à chaque émission, il faut parler 4 fois de Philippe Monneray, 2 fois de Philippe Allende et une soirée. Il a pas parlé de soirée. Il a des stages gratuits avec Philippe Monneray. Ouais, Easy ouais. Monneray, c'est très easy pour Rémi. T'as C'est bon. remarqué qu'il a pas parlé de soirée sur cette émission? Non, c'est Rémi. vrai, il était est très malade. sage. Ce soir, non, Philippe? Ouais. Non, mais il est habillé en noir, il est en Nous deuil. terminons là-dessus. Merci de nous avoir suivis. C'était RS. À bientôt. Ciao.